bienvenue Majestic Ice Tea. On est très heureux d'accueillir cette première édition du Festival des Sortilèges. Voilà, moi je vais juste vous dire un petit mot de bienvenue comme ça et je vais laisser la parole à la grande prêtresse Célia qui va vous présenter le déroulé de cette soirée, de ce festival, de demain j'imagine, des invités. Et je vous souhaite une très belle séance. Merci Anastasia. Alors je suis une habitude ici parce que tout simplement c'est mon quartier. Je suis une Dulac Cinéma Girl parce que je suis tout le temps fourrée à l'Arlequin, au Reflet, au Majestic. Donc c'est même plus du harcèlement à ce niveau-là. C'est une grande histoire d'amour avec ces salles. Et naturellement de fil en aiguille, puisqu'avec Anastasia on se connaît quand même depuis plusieurs années, j'avais programmé au Festival de films de Fès une nuit Animérama qu'on avait fait à l'époque au 3 Luxembourg. Et déjà à cette époque-là, je faisais tenue de stand, programmation, ce genre de choses toute la nuit. Là, ça va, je ne vous kidnappe pas toute la nuit, il y a la fête de la musique après. Mais simplement, j'avais aussi programmé aussi une séance Orlando en commémoration de Virginia Woolf au printemps dernier. Et donc, naturellement, j'avais proposé au Dulac Cinéma s'ils voulaient m'accueillir, puisque j'aime beaucoup la programmation de ces Dulac, qui est engagée, qui est militante, qui est humaniste, et pour moi ça compte énormément. Alors je sais qu'il y a beaucoup de propositions culturelles à Paris, que vous êtes sous un flot permanent de sollicitations, donc je suis très reconnaissante que vous soyez là ce soir, et pas dehors avec ce beau soleil, à danser dans les rues de Paris, et à préférer le cinéma, une salle à essai, une salle indépendante, parce que ça fait aussi partie de mes combats en tant que programmatrice, ou en ayant travaillé en distribution, c'est que chaque ticket que vous générez fait la fameuse TSA qui a été décriée à c'est Juliette Triet, c'est ça? Je me rappelle. Justine Triet, parce que ce petit ticket que vous générez en billetterie, eh bien, il nourrit tout un cercle vertueux d'économie dans le monde du cinéma, pas que la distribution, pas que l'édition, pas que la production, c'est vraiment un circuit international, ce n'est pas que français. Vous aidez le cinéma dans son ensemble, dans tous les maillons de la chaîne. Et c'est très important pour moi que chaque entrée puisse bénéficier à ce cercle vertueux. Donc c'est pour ça que moi-même, je veux continuer à programmer dans des salles à essai, dans du cinéma indépendant, parce que c'est ce qui permet la diversité des écritures, la diversité des représentations, et surtout d'accueillir une diversité de publics. J'ai travaillé pour des très gros distributeurs et on avait tendance à homogénéiser nos discours, nos prises de parole, nos communications. Et pour moi, il est important qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et pour ce qui concerne le Festival des Sortilèges, une place pour cette cause. Parce que si j'ai voulu créer ce festival, c'est parce que fort du constat qu'il y avait un espèce de backlash du mouvement MeToo. Alors il y a eu une libération de la parole des femmes opprimées, des femmes violentées, mais là depuis ces 2 dernières années, il se passe quelque chose d'assez grave, avec des prises de position extrêmement misogynes, une parole décomplexée, violente, des actes qui ne sont pas forcément misogynes, mais qui sont contre toutes les minorités, et c'est quelque chose qui, moi, me révolte. Alors pour ceux qui me connaissent, je suis en révolte permanente, contre tout, de toute façon. Mais là, je voulais dédier mon énergie, mon temps, et aussi toutes mes économies, parce que tout y est passé, pour une cause, parce qu'on croyait que certains combats étaient acquis, et pas du tout. De plus, je voulais que ce festival soit inclusif, c'est-à-dire on peut être féministe en n'étant pas femme, on peut avoir de l'empathie, du respect, et vouloir que sa compagne, sa mère, sa sœur, sa fille, sa cousine soient respectées, et que ce festival inscrit aussi bien les hommes que les femmes ou autre chose. Je ne vais pas vérifier dans votre caleçon, votre slip ou votre culotte. L'idée, c'est que ce festival ne soit pas contre des gens, mais soit avec les personnes, soit fait avec le cœur, avec de la générosité et de l'empathie, et ne pas lutter contre des gens. S'il y a des personnes qui détestent les femmes, qui pensent du mal, qui ont envie de les violer, leur torturer, ils se font leur petit cinéma dans leur tête, les films sont faits pour ça, les livres sont faits aussi pour ça, c'est un très bon exutoire, mais en face de moi, ils se taisent et ils ne viennent pas à mon festival dans ce cas-là.
Mais là, vous êtes ici, c'est parce que vous avez soit envie de découvrir les œuvres que j'ai programmées avec mon petit comité très restreint de 6 personnes qui ont visionné les courts-métrages avec moi, et 2 longs-métrages. Voilà, c'est un petit duo à chaque fois, chaque soir, un court-métrage, un long-métrage. Aussi, si j'ai voulu programmer ce festival des sortilèges, c'est que je m'étais rendu compte qu'au-delà du cinéma et de la littérature, pendant longtemps, ces arts avaient été investis par la figure des sorcières, souvent pour des représentations négatives, mais que ces dernières années, tous les arts, des arts graphiques, visuels et performatifs, ont été aussi un déclencheur pour des luttes féministes. Et vous le savez, il n'y a pas qu'un féministe, il y en a plusieurs depuis plusieurs décennies, et que chacun peut se réapproprier ce symbole féministe de la sorcière. Donc pareil, c'est open bar, quiconque a envie de s'exprimer prend son crayon, prend sa caméra et propose avec sa sensibilité, son rapport au monde, sa représentation de la sorcière. Et justement, une de mes invitées en a proposé une. Malheureusement, j'ai vu son court-métrage trop tard. On avait déjà sélectionné nos courts-métrages pour cette édition. Mais pareil, vous avez vu, ce n'est pas une compétition. Pour moi, il n'est pas question de dire quel est le meilleur. Il y a des œuvres qui nous parlent, qu'on aime, c'est très subjectif, et qu'il n'y a pas aussi de critère de récence. Donc j'accueille tous les courts-métrages, et à un moment donné, ils vont être tous vus, puisque le but c'est de montrer, de visibiliser des œuvres qu'on a aimées. Donc l'idée c'est de pouvoir montrer ce qui se fait aussi dans le monde des arts pluridisciplinaires. Donc Majestic Bastille, on est dans une salle de cinéma certes, donc c'est ce pourquoi vous venez voir des films, courts-métrages et longs-métrages, mais l'idée c'est aussi d'inviter des personnes de différentes disciplines, de faire dialoguer, et aussi des générations. Donc moi je suis de la génération des quarantenaires, et je voulais une génération référente, et c'est pour ça que je me suis adressée à une marraine qui a été dans les premières luttes féministes, mais aussi j'ai convié dans les invités des personnes beaucoup plus jeunes que moi, pour remettre aussi en question mon propre regard, ma façon dont j'ai programmé, qui peut me dire mais c'est là, tu es complètement à côté de la plaque, on propose autre chose et on veut te montrer autre chose, c'est fait aussi pour ça. Le festival est ouvert et programmera au fur et à mesure. Donc pour l'instant c'est un petit format, mais si on arrive à perdurer, on pourra peut-être vous proposer des choses encore plus enrichies en termes de créneaux, de séances. Il y aura un petit sondage à la fin, vous pourrez mettre vos petits commentaires, vos propositions. Nous sommes ouverts à vos suggestions. Et puis l'idée aussi, c'était de fédérer autour d'une cause, tout simplement, parce que vous avez subi, comme nous tous dans le monde, la crise sanitaire, et vous en avez entendu parler. Cette crise sanitaire a fait relever une violence conjugale, domestique, extrêmement agressive. Et c'est pas pour rien que mes affiches sont aussi dans des pharmacies, c'est parce qu'il y a eu un dispositif d'accueil de femmes violentées pendant la crise sanitaire qui pouvaient s'adresser à des pharmaciens pour demander à l'aide. Et donc l'idée c'est de se dire mais on fait quoi après? Parce que tout le monde a été sensibilisé et peut-être s'est investi à un instant T, mais les femmes dans le monde continuent à être méprisées, stigmatisées, violentées, donc c'est encore un combat qui continue. Et qu'il y a plein d'associations féministes qui livrent des combats au jour le jour. Et donc l'idée, c'est de ne pas oublier que la plus grande minorité dans le monde vit encore des très gros problèmes, et aussi dans notre propre pays. Donc l'idée, c'est que ces générations se dialoguent entre elles. Et donc j'ai proposé pour cette première édition, la personne qui m'est venue tout de suite à l'esprit, pour moi c'est une évidence, mais ça ne l'est peut-être pas pour vous. Vous auriez pu me dire ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais je voulais quelqu'un qui a été très présent, très combative, et qui l'est toujours, dès les années 70. C'est Xavier Gauthier, militante féministe, une grande figure universitaire, et elle nous a fait une petite vidéo. Donc je vais demander à Thomas s'il veut bien nous diffuser la petite vidéo. Je vais éteindre mon micro. On ne voulait pas être des fées, surtout pas du foyer. Sorcière, c'était la femme rebelle. Les grands mouvements de femmes qui avaient lieu en 1975, c'était pour la liberté de l'IVG. Et qui s'opposait
à nous, l'ordre des médecins et l'Église catholique. À la Renaissance, à l'époque des sorcières, l'Église les a brûlées et la médecine officielle et masculine a confisqué le savoir de ces femmes. Et donc il y avait quelque chose qui ressemblait un petit peu à ce qui s'était passé pour les sorcières, avec l'idée que bien sûr, cette fois, on ne serait pas brûlée et on serait victorieuse avec cette revue ouverte aux créations des femmes, à leur écriture, à leur peinture, à leur photographie, etc. Avec ça, j'imaginais que j'allais changer le monde. Oui, ça c'était un peu fou, quoi. Bon. Eh bien, j'ai pas déliré toute seule. Des dizaines de femmes sont venues, des centaines, des milliers. Là, c'était plus une sorcière solitaire, c'était des sorcières solidaires. Ça a été formidable. Certaines femmes qui ont publié ou donné leurs images pour la revue étaient déjà très connues, comme Marguerite Duras, Hélène Sixou, Françoise Dolto, des femmes différentes, mais qui se reconnaissaient bien dans la revue. Et moi, je vois la sorcière comme une femme qui jouit, qui danse, qui écrit. J'espère qu'il y a beaucoup de petites sorcières, dans ce sens, de jeunes femmes, de jeunes filles, qui ont envie de prendre leur destin en main et d'être les créatrices de leur vie. Et donc, cette chère Xavier, vous avez vu, il y a une petite vidéo, c'est parce qu'elle ne peut pas être présente avec nous ce soir, parce qu'elle est déjà en vacances, tout simplement. Donc elle m'a envoyé cette petite vidéo, mais je suis quand même déjà touchée par le geste, puisque, comme vous l'entendez dans son message, c'est qu'elle vous tend la main, vous les petites sorcières et petits sorciers, à continuer la lutte pour en fait espérer l'arrêt des violences et du mépris envers les femmes. Et c'est surtout, moi, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est encore extrêmement dynamique. C'est une femme d'une grande vitalité et qu'elle me plaît dans son caractère et que j'espère qu'elle est inspirante pour des personnes qui hésiteraient encore à se dire mais est-ce que si moi j'ai envie d'écrire, si j'ai envie de faire, je sais pas, un Twitch, j'ai envie de faire un podcast et ça, lancez-vous. Franchement, votre liberté d'expression en France, c'est ce qu'il y a de plus précieux. En ce moment, l'époque est totalement délétère, vous le comprenez, c'est extrêmement dur. Moi, depuis 10 jours, je ne suis pas très bien avec ce qui est en train de se passer en ce moment, mais peut-être tous ensemble, et c'est pour ça qu'elle parle de sorcières solidaires, c'est que nous toutes et nous tous, nous puissions nous fédérer dans nos énergies et faire en sorte que nous puissions être ensemble contre des choses que j'estime, moi, personnellement, révoltantes. Comme vous le voyez, j'ai apporté pas mal de choses avec mon comparse Olivier de Culture au Point. C'est que l'idée, c'est que vous puissiez être imprégné d'une proposition dans ce festival. C'est que cette édition inaugurale, c'est d'abord vous montrer le premier film sur la représentation des sorcières et en court-métrage, l'un des plus récents. Comme ça, vous faites un écart, un saut de 100 ans de ce que le cinéma a pu vous proposer. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces films, j'espère que ça sera une belle découverte puisque c'est en lien avec la fête de la musique. Mais l'idée, c'est que vous voyez, en fait, on vous propose des choses plus ou moins récentes qu'on a apportées avec, dans la littérature, puisque vous allez avoir dans nos intervenantes des personnes qui viennent de la littérature, et il y avait des figures précédentes avec des œuvres majeures et assez incontournables. Comme je suis une très grande fervente du service public, si vous êtes fauché comme moi, allez en médiathèque, soutenez le service public, parce que pareil, quand vous empruntez en bibliothèque, en médiathèque, vous soutenez un choix, un budget qui a été dépensé par un bibliothécaire, et donc ça lui donne raison dans son choix. Et que s'il voit que ses livres sont empruntés, et ben ça donne en fait une légitimité à la bibliothèque et aux dépenses de vos sous, vos impôts tout simplement. Donc si comme moi vous préférez les médiathèques et les bibliothèques, n'hésitez pas à emprunter parce qu'en fait il y a plein de choses à découvrir, avec notamment le film si vous l'avez aimé et que vous n'avez pas assez de sous pour acheter le coffret Potemkin, vous pouvez emprunter le DVD ou Blu-ray en médiathèque, vous pouvez le trouver, le conseiller à vos amis qui n'ont pas pu être là ce soir. Et puis c'est surtout qu'il n'y a pas que la littérature ou la production occidentale, mais par exemple je vais souvent dans des petites librairies, notamment une librairie que j'aime beaucoup dans le quartier latin qui est à Pumbapum et qui est assez curieuse aussi en choix. Et là c'est une petite bande dessinée algérienne sur les figures des sorcières.
Et le but de ce festival, c'est de vous montrer en fait la diversité, la pluralité des femmes qui ont été stigmatisées dans leur société, dans leur culture. Et donc on est allé glaner un petit peu partout, et ça va être le sujet du débat tout à l'heure avec les invités que je vais vous présenter maintenant. Pour cette édition inaugurale, en vous montrant le premier film Aksane et puis un court-métrage extrêmement récent, je voulais faire dialoguer deux générations, donc avec par exemple Olivier de Culture au Point, et puis deux personnes autant cinéphiles que proches de la littérature, que sont Judith Beauvalet, alias Demoiselle d'Horreur, avec sa chaîne YouTube, peut-être que vous avez déjà vu ou que vous connaissez, parce qu'elle intervient régulièrement dans des festivals de films de genre, et plébiscite des films avec des analyses pertinentes et décalées. Et puis Fleur Hopkins-Loferron, qui est en dédicace actuellement, alors qui est parmi nous là maintenant tout de suite, mais qui a son livre sur la figure de Mercredi Adams, puisque c'est aussi une personnalité très singulière. Donc on a proposé avec la boutique Hors Circuit à faire une dédicace de son œuvre. Donc si vous vous intéressez à la figure de Mercredi Adams ou de la famille Adams, elle a écrit un très joli livre ce soir, donc vous pouvez l'acheter au stand, même après la projection et le débat. Moi je serai au stand, il n'y a aucun souci. Mais c'est surtout, vous avez reçu un petit ticket de tombola, et c'est pour vous faire gagner un autre livre de Fleur qui est aussi extrêmement pertinent, puisque le film que vous allez voir, Aksane, va traiter de l'imaginaire et surtout des sciences qui vont infuser l'imaginaire, soit pour cautionner des thèses, soit pour justement chercher, expérimenter, essayer de voir. Et ce très joli livre chez un autre éditeur est à gagner. Donc je vais demander à ma petite main innocente, alors je ne sais pas où est Lola ou Adam, c'est Adam, voilà, qui va faire la petite tambouille dans l'enveloppe et tirer un numéro au sort. Donc regardez bien le petit ticket qui vous a été remis soit par Lola ou par Adam pour gagner le deuxième joli livre de Fleur. Vous êtes prêts? Ouais. C'est le numéro 167. C'est Béatrice. Bah, bien bravo Béatrice. Alors Fleur, la petite mission, ça va être de dédicacer le livre pour Béatrice en attendant que je fasse la présentation des films, et après on va pouvoir démarrer. Je veux bien, Florent, que tu fasses une petite photo de Béatrice avec le livre gagné. Donc ce soir, dans la proposition de cette première édition, donc je vous disais, vous avez en long métrage le premier film sur la représentation des sorcières, Aksane. Alors c'est une drôle d'aventure parce que c'est Benjamin Christensen, un homme danois, il a eu 1000 vies. C'est quand même un type assez incroyable, d'une grande empathie envers les femmes, et qui a eu un destin un peu hors du commun. Donc ce petit Benjamin Christensen, que je relis sa date parce que je ne me rappelle jamais les dates, il est né en 1879. Et il est en fait le dernier d'une famille de 12 enfants danoises. Et très tôt, au début des années 1900, il s'est lancé dans les arts. Alors il a fait un peu de tout, c'était un homme touche à tout. Il a fait un peu de médecine, il a fait plusieurs arts. Et il s'est dirigé vers une carrière de chanteur d'opéra. Sauf que patatras. Il lui est arrivé un petit drame, il a perdu sa voix. Mais cet homme n'est pas sans ressources. Et il s'est lancé en fait tout simplement dans la réalisation, donc il a été soutenu, quelqu'un a cru en lui, donc il a pu commencer sa carrière dans les années 1910 et quelques. Et comme il a su montrer avec ses deux premiers longs métrages qu'il savait mettre en scène, mais surtout des mises en scène extrêmement expérimentales, innovantes, eh bien, ça a attiré l'œil d'un financier en Suède qui a été très audacieux et qui lui a proposé en fait de produire Aksane. Ça n'a pas été de tout repos parce que ça a été un tournage qui s'est en fait étendu sur 2 années. Et c'était tellement disruptif, tellement iconoclaste que bon, ça fait un petit peu peur. Et il avait été repéré, même à cette époque-là, par la métro Goldwyn Mayer.
Et le mec de la MGM s'est dit, mais c'est qui ce mec qui a fait ce film? Il doit être complètement fou, ou si c'est un génie. Moi, je préfère la thèse du génie, parce que vous allez découvrir dans le film à quel point il a un sens aigu d'une esthétique, d'un sens visuel, et puis de dramaturgie, tout simplement. Comme il a été acteur avant de devenir réalisateur, il sait comment il faut placer la caméra, il sait comment mettre en valeur les acteurs, et puis surtout, il aime jouer. Et en fait, vous allez voir, au-delà des scènes qu'il essaie de reconstituer, que ce soit de violence, de torture, de procès, il y a des scènes où il s'en amuse. Donc vous allez voir, il y a certains moments des adresses au public qui dédramatisent l'horreur que vous allez voir à l'écran. Et c'est quelqu'un qui a extrêmement conscience de ça, et qui voulait faire un film qui soit proche de vos rêves, de ce que vous imaginez vous-même, avec une portée, une dimension onirique. Donc ce que vous allez voir, c'est un espèce de mélange de recherche très, très profonde, très détaillée, très étudiée, voire même très scientifique. Bonsoir, merci d'être venu. Bienvenue. Alors, c'est un voisin, commerçant, dont j'aime beaucoup. Il s'appelle Plaisir d'équiter. Si vous adorez l'été, déguster, etc., et bien, juste à côté du Majestic, vous pouvez aller à Plaisir d'équiter. Christensen a essayé en fait de rechercher dans sa mise en scène à savoir comment mettre autant de la fiction que du scientifique. Donc, il s'est posé beaucoup de questions sur comment représenter justement certains faits réels, certains faits rapportés, et aussi rapporter le fantasme que l'on a. Et c'est justement ce sur quoi je veux vous faire dialoguer avec mes intervenants tout à l'heure. C'est vous, comment vous-même vous avez été imprégné des représentations des sorcières depuis que vous êtes tout petit, et comment ça a germé en vous, et quelle serait votre sorcière, votre profonde sorcière au fond de vous. Mais lui, ce qui m'a touchée, et c'est ce pourquoi j'ai voulu aussi programmer ce film, c'est qu'on sent qu'il était en totale empathie avec ces sujets. Il a été convaincu de faire son film tout simplement parce qu'il se rendait compte que l'arbitraire a un poids extrêmement prégnant sur nos sociétés. Alors l'arbitraire prend plein de formes. Vous voyez, moi je suis d'origine asiatique. Le premier réflexe, c'est qu'on croit que je suis une asiatique, alors que moi je me sens blanche. Je suis française, j'ai toujours parlé français, j'ai toujours vécu en France. Et bien lui, c'est la même chose, c'est l'approche qu'il va avoir avec des femmes, parce que soit elles vont être trop belles, soit elles vont être trop vieilles, soit elles vont être trop laides, soit elles vont pas être soi-disant normales. Et bien si vous n'êtes pas dans le moule, vous êtes un prétexte à être traité comme une marginale et voire une sorcière. Donc ce sont toutes les questions qui se posent, les fondements, les origines, et combien on en vient à stigmatiser, ostraciser, à lancer des chasses aux sorcières, et surtout à faire des choses ignobles, et pourquoi ça nous est resté. Et ce qui est très étonnant, c'est que quand il a fait la première à Stockholm de ce film en 1922, c'était un film muet avec une partition musicale symphonique qui a été pensée à l'époque. Il a fait la ressortie de son film en 1942, on faisait déjà des ressorties de films à cette époque, et on lui avait demandé s'il souhaitait que ce soit sonorisé. Il ne voulait pas. Donc c'est ce pourquoi, pour la fête de la musique, j'ai voulu vous proposer un film musical, parce qu'il existe différentes versions de ce film, des films narrés, et j'avais pas envie de vous imposer une voix, et puis surtout une voix d'homme, parce que c'est surtout des voix d'hommes qui ont été faites, donc je m'étais dit de vous laisser libre cours aussi, de vous laisser transporter par la musique. Donc c'est Matti Berg, le compositeur suédois. Donc là c'est vraiment film suédois jusqu'au bout. Et juste en avant-programme, vous avez Circé de Maria Abenia, donc une jeune réalisatrice, alors jeune parce que c'est récemment qu'elle vient faire des films, courts-métrages et longs-métrages, mais elle a 39 ans. Elle a d'abord été prof, elle a fait de la photographie, puis après elle s'est formée à la mise en scène et à la réalisation. Et elle est d'origine espagnole, elle a voyagé dans le monde entier. Et elle se posait aussi pas mal de questions sur quel message et quel type de mise en scène elle voulait porter pour ses premiers films. Donc Circé, en court-métrage, date de 2022, donc c'est l'un des plus récents que j'ai reçu et que j'ai trouvé extrêmement beau, et qui a été voté à l'unanimité des 6 personnes du petit comité qu'on a représenté pour ces courts-métrages, parce qu'elle aussi propose une esthétique très marquée,
très singulière, spectaculaire sur grand écran, et donc c'est une joie immense de vous le montrer dans une salle de cinéma, parce que nous on l'a vu sur un petit écran, et de réinventer le mythe de Circé, de comment cette figure que vous avez connue en lisant l'Odyssée d'Homère, comment elle se l'approprie, et de montrer à quel point les hommes peuvent être vulnérables par rapport à la puissance, à la force, à la singularité d'une femme. Et surtout, son intention de départ, c'était de montrer une femme mature. Et que les sorcières ne sont pas forcément des femmes toujours très jeunes, avec un charme vénéneux parce que c'est leur jeunesse. Non, là, son charme fait vraiment parce qu'elle en impose. Vous allez voir cette actrice, je la trouve magnifique, et elle n'a pas besoin de beaucoup de parler pour imposer sa présence, et toute la mise en scène est liée à ça, à la force de la présence de cette femme, à ce qu'elle émane. Et donc vous pouvez la suivre aussi sur les réseaux sociaux. Elle commence sa carrière de réalisatrice, donc j'espère qu'elle va pouvoir continuer longuement. Et puis, eh bien, avec nos invités de ce soir, à la suite du court-métrage, du long-métrage, eh bien, vous allez pouvoir discuter avec eux. Donc Olivier de Culture au Point va d'abord lancer des petites pistes de réflexion, mais surtout, n'hésitez pas par la suite à tendre la main. On aura des micros à échanger, on est là. Et puis, moi, je serai au stand. Si vous voulez découvrir les créations de Audrey Gelmer, qui a fait des collages, vous aurez le temps aussi de les découvrir. Et si vous voulez soutenir l'association, le festival, on a des petits goodies à la vente que vous pourrez acheter à la fin de la projection. Voilà, je vous souhaite de très bons films et je vous dis à tout à l'heure pour le débat. Long métrage The Witch, premier long métrage de Robert Eggers qui va faire Nosferatu à la fin de l'année, et c'était le premier rôle dans un long métrage de Anya Taylor-Joy que vous avez découvert dans Le Jeu de la Reine sur Netflix, ou dernièrement dans Furiosa de George Miller. Et demain soir, nous vous avons gagné ce superbe collage d'Audrey Gelmer, donc n'hésitez pas à revenir parce que c'est une magnifique œuvre dans la thématique sorcière. Donc je vous le montre pour vous donner un petit peu envie de revenir. On va tout de suite enchaîner avec le débat. Donc nos invités ce soir, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est Fleur Hopkins-Leferron, qui nous a écrit 3 livres sur des thématiques différentes. Dernièrement, Fakir, au CUF, qui est une spécialiste des histoires, qui est historienne des arts et spécialiste des mondes imaginaires scientifiques, qui est aussi bercé dans ce que vous venez de voir dans Axane, c'est cette recherche scientifique et autour des fantasmes ou de documentation avérée. Au milieu, vous avez Judith Beauvalet, alias Demoiselle d'Horreur, que vous connaissez peut-être par sa chaîne YouTube ou ses interventions Twitch ou sur écran large ou RTS. Et qui fait aussi des courts-métrages. On a découvert Les 3 sorcières récemment. Et Olivier Rossignol, rédacteur en chef de Culture au Point, passionné de cinéma de genre, qui est en fait spécialisé dans la littérature du XIXe siècle, aimant beaucoup le mouvement romantique, et surtout passionné de folk horror. Donc il était tout indiqué pour échanger avec vous et nos 2 invités. Malheureusement, Léon Catan, ce soir au ciné, ne pouvait pas venir ce soir, elle m'a prévenu ce matin. Donc je l'en excuse et vous pourrez échanger largement de toute façon avec nos 3 chouettes invités. Je vous laisse la parole à tous les 3. Donc ça ne sera pas un trio de sorcières, mais un duo. Déjà, je voulais savoir, parmi vous, qui a vu Axane pour la première fois ce soir? D'accord? Ouais. Moi, je voulais savoir, quelle est la première fois que vous l'avez vu, vous, Axane? Judith? Moi, en fait, ça a été assez tardivement. C'était quoi C'était il y a 2-3 ans quand il a commencé à réémerger un petit peu dans les cercles, en tout cas, que moi je fréquentais. C'était une sorte de point aveugle un peu de la cinéphilie. Et donc j'ai découvert tardivement, mais je l'ai revu plusieurs fois depuis parce qu'il y a énormément de choses à lui prendre, bien sûr.
Ça va être une réponse un peu parallèle. Moi, je l'avais découvert forcément pendant ma thèse, parce que c'est une référence qu'on croise forcément quand on travaille sur le cultisme, l'ésotérisme et toutes les tranchetés, en fait, de la première moitié du XXe siècle. Et puis, en fait, j'avais vu passer une réédition voilà, sur un groupe Facebook que je vous invite vraiment à rejoindre, qui est La Malle de l'étrange, où on partage plein de bizarreries en toute amitié et avec beaucoup d'humour. Et il y avait dû y avoir un post sur Axane, et donc c'était l'occasion de se plonger dedans. Je confirme que La Malle de l'étrange, c'est vraiment une mine pour découvrir des œuvres méconnues, autant en littérature que picturale, tableaux, enfin ouais, c'est assez incroyable. Moi j'ai l'impression, en voyant et revoyant Axane, que tout est déjà dit en fait. J'ai l'impression que tout est là, que c'est un film où tout autant sur l'oppression religieuse qui crée des sorcières que sur la domination masculine, j'ai l'impression que tous les thèmes qui réémergent tellement aujourd'hui sont déjà là. Je ne sais pas ce que vous pensez justement de ce film maintenant. Ouais, je suis tout à fait d'accord, d'autant qu'on trouve aussi dans cette conclusion qui s'ouvre aux voyantes, aux cartomanciennes, aux chiromanciennes et à tous ces 10 heures de bonne aventure. En fait, il faut se rappeler qu'au XXe siècle, c'est très réglementé en fait. Et c'est pas du tout bien vu, hein. Vous pouvez être poursuivi en France pour escroquerie, c'est totalement interdit de faire œuvre de divination. Donc c'était assez bien trouvé effectivement que le film se termine effectivement sur ce qui est l'actualité. Alors je sais pas pour ce qui est de la Suède, pour cet exemple très précis au XXe siècle, mais en tout cas en France, effectivement, les sorcières se métamorphosent au XXe siècle en diseuses de bonne aventure, en cartomancienne, en chiromancienne, et on a presque envie de tirer le fil jusqu'à aujourd'hui à tout un revival qu'on retrouve notamment sur les réseaux sociaux au travers le witch talk, de druidesses, sorcières. On trouve maintenant effectivement beaucoup de contes de femmes autoproclamées. Alors c'est tout à fait intéressant de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on vient revendiquer cet étendard de sorcière. C'est plus une marque d'infamie, c'est plus une lettre écarlate, c'est carrément un outil d'empowerment. Donc on le retrouve beaucoup aujourd'hui. Et on voit aussi qu'on n'est jamais trop loin aussi de pratiques de médecine non conventionnelle aujourd'hui, de naturopathie. Enfin, il y aurait vraiment, on se demande comment il aurait fait ce film aujourd'hui, mais il est évident, comme tu disais, qu'il y a vraiment quelque chose de programmatique en fait dans ce film qui en fait est un étiolage, dans le bon sens du terme, de l'histoire de la sorcellerie et surtout de la condition féminine et des persécutions qu'on a vues réexploser il y a quelques années au travers de l'ouvrage de Mona Chollet. Mais avant Mona Chollet, il y a eu Françoise Daubonne, Silvia Federici. Enfin, c'est pas du tout la première à avoir parlé des femmes sorcières comme métonymie de la violence faite aux femmes depuis très longtemps. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, il a vraiment pour ambition de dresser un tableau extrêmement complet de toutes les perceptions sociétales, masculines ou pas, qu'on peut avoir des femmes à travers les âges, souvent à travers des archétypes, des clichés, ou en tout cas des comportements ou des mots qui sont beaucoup rattachés à la féminité, de manière légitime ou pas, et donc de tous les étudier à travers l'idée, à travers le prisme de la sorcellerie, en se posant la question de est-ce que c'est une forme de sorcellerie, est-ce que c'est une réminiscence de la sorcellerie, est-ce que c'est les fondements de la sorcellerie, donc à la fois la démarche est extrêmement intéressante et du coup il y a ce tiraillement entre la volonté de questionner ça et en même temps on sent une fascination justement pour le thème de la sorcellerie et du coup un discours qui pose la sorcellerie comme étant quelque chose de concret et d'existant et en même temps d'aller interroger la perception qu'on en a et dans quelle mesure est-ce que ça pourrait être au contraire un fantasme. Il y a un peu cette double direction dans le film. Et est-ce que finalement c'est pas notre propre fascination qui questionne, parce que on est totalement d'accord avec son discours et de l'autre côté l'imaginaire qu'il déclenche visuellement, c'est quelque chose qui nous parle aussi et dans lequel on a été percé, que ce soit par les contes, que ce soit nous amateurs de cinéma fantastique, par le cinéma fantastique, mais nous aussi on se retrouve partagés entre justement ce discours, c'est-à-dire ce discours qui est un procès de la manière dont on crée des sorcières, et de l'autre côté, le discours qui consiste à montrer le fantasme. Et quand il montre le fantasme, on est tout aussi ébloui par de le voir, quoi. Ouais, absolument. Je pense qu'il faut aussi replacer le film, en fait, qu'on est en 1922, c'est quand même l'année du Nosferatu. Donc en fin de compte, au cinéma, il va se passer des drôles de choses, que ce soit avec le cinéma expressionniste allemand et tout un tas d'autres productions du cinéma muet. En tout cas, il y a des archétypes qui naissent vraiment sur la pellicule. Et effectivement, alors est-ce qu'il est
est-ce qu'il est responsable de la constitution d'une culture visuelle et d'un archétype de la sorcière? Je pense qu'il en participe, et c'est assez intéressant de se rendre compte qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est questionné en fait. Comment est-ce qu'on revendique ou non cet héritage? Quand vous avez les sorcières en Irlande, les sorcières à Salem, un peu partout, qui disent on veut reconnaître nos ancêtres, nos grands-mères qui ont été brûlées, comment est-ce qu'elles incarnent en fait physiquement ces sorcières? Et parfois ça va venir justement par la subversion du nez crochu, du chapeau, et c'est vrai qu'en version film, je me posais la question, voilà, comment est-ce qu'on représente aujourd'hui une sorcière? Si on demande à un enfant de dessiner une sorcière, il va sans doute faire le chapeau pointu, le nez crochu, la verrue. Et si vous avez vu par exemple Buffy contre les vampires, c'était assez marrant de voir comment Willow justement se construit en porte-à-faux par rapport à ce modèle-là. Et il y a même un épisode où elle ne veut pas fêter Halloween, ça l'énerve parce que justement, les sorcières sont toujours représentées avec cet archétype du ballet. Et c'est assez drôle, je pense, de faire un peu ce travail historique, de se dire, mais en fait, à chaque période, il y a une sorcière qui apparaît. Et en fin de compte, par exemple, pour donner cet exemple très concret de Willow, quand elle s'arrache à ces descriptions de la sorcière, eh bien, elle tombe dans un autre archétype qui sera en fait diffus dans d'autres films et d'autres imaginaires qui vont être contemporains. C'est celui du technopaganisme et celui plutôt de la sorcière goth, un peu à la Lovecraft. Donc en fin de compte, eh bien, il y a des figures de sorcières comme ça qui émergent, et aujourd'hui on voit bien sur les réseaux sociaux qu'on a, je le disais plutôt, la druidesse, hein, cette femme éthérée qui rappelle un peu la Circé qu'on a vue dans le court-métrage juste avant, qui va plutôt être une sorcière tellurique, chtonienne, liée à la terre, qui va dans les fougères, enfin vraiment quelque chose plutôt d'une sorcière élémentaire, élémentale, qui est au contact de la nature. Donc c'est assez drôle en fait de se dire, là on a vu une sorcière à travers les âges, on a vu même son parangon hystérique avec des guillemets, hein, puisque l'hystérie, ça reste un qualificatif masculiniste pour dominer effectivement une forme de féminité. Mais c'est intéressant de voir qu'elle n'est pas figée, cette sorcière-là, et peut-être que dans 50 ans, 100 ans, avec le métaverse, avec tout un tas de choses, on aura d'autres imaginaires de sorcières qui vont venir se greffer en fin de compte. Il est d'ailleurs probable que le Christensen, s'il avait fait le film maintenant, aurait fait avec les droits de la science, et je pense que si Christensen voyait son propre film maintenant, je pense qu'il serait critique vis-à-vis de sa vision de la science. Alors justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire justement que ce film est un peu le premier de son genre à vouloir représenter justement une imagerie de sorcellerie au début du cinéma, parce que ce que tu disais sur la représentation du fantasme, c'est qu'on voit que même à travers sa mise en scène, il essaie lui de faire de la sorcellerie, parce que le cinéma au départ, c'est vraiment la magie du cinéma. Là, on est vraiment dans une période où ça a quelque chose de magique pour un art qui n'est pas encore extrêmement maîtrisé, et en fait, il y a vraiment des... Enfin, moi, mon plan préféré du film, je pense que c'est quand il y a du coup la jeune femme qui est nue et qui observe avec un hibou du coup le vol de sorcière en surimpression dans le ciel, et là il y a vraiment un désir en fait d'essayer de représenter la magie et la sorcellerie à travers l'image, et donc effectivement de faire vivre le fantasme, mais vraiment de l'incarner, parce que c'est vrai que encore plus au début du cinéma, la confusion entre réalité et effets spéciaux, tout n'est pas clair pour tout le monde, et tant mieux, ça crée ce voile magique, et du coup il y a vraiment une volonté de donner vie et de réaliser en fait vraiment ce fantasme à travers l'image. Et alors oui, je suis complètement d'accord. Ce qui me paraît très intéressant, c'est justement le raccourci entre Haxan et Circé, de voir où on est arrivé maintenant. Moi, il me semble, on va peut-être discuter de ça, il me semble qu'il y a trois visions de la sorcière dans le cinéma. Je mets de côté la vision petite fille, apprentissage, les livres pour enfants. Je mets ça un peu de côté, c'est un peu une annexe. La première représentation, c'est la plus classique, c'est celle des films de la Hammer, du Masque du démon, c'est-à-dire la sorcière qui représente le mal, qui jette une malédiction, qui doit être brûlée, etc. Ça, c'est la première, la plus classique, que je ne critique pas, parce qu'il y a des films magnifiques, on les regarde, ils sont... La deuxième, on va évoluer un petit peu, ça va être celle où on va considérer que les sorcières sont des représentations masculines, qu'elles sont créées de toutes pièces par la religion, qu'on construit des sorcières par peur de son propre désir, par frustration sexuelle, etc., et on les brûle. Ça, c'est tous ces films plus historiques, mais finalement, Dreyer a poursuivi avec ça 20 ans après Haxan, il a fait Jour de colère, qui est finalement une des premières grosses critiques du fanatisme religieux et de la manière dont on les brûle. Et ensuite, la troisième représentation, et c'est là où on aboutit vraiment à ce qu'on a actuellement, c'est désormais, là, on ne nie pas qu'on est sorcière, on le revendique. C'est-à-dire, c'est fini le temps où justement on désignait, attention, elles sont désignées faussement comme des sorcières. Maintenant, on revendique le fait d'être sorcière, et finalement, est-ce que c'est pas une manière de revendiquer d'être femme, finalement? Maintenant,
plus on arrive à, il me semble que la nouvelle vision, celle qu'on voit dans Circé, c'est celle effectivement d'une vision beaucoup plus élémentaire où la sorcière revendique sa sorcellerie et revendique son rapport à l'élément, à la terre, au cycle. Enfin voilà, c'est. Et puis à la connaissance, parce que je pense qu'il y a eu différents ouvrages sur la confusion entre guérisseuse, sage-femme, sorcière. La sorcière, c'est celle qui sait, et c'est donc celle qui dérange par une forme de savoir alternatif qui est confondu avec de la magie, alors que précisément c'est un savoir matrilinéaire. Il y a aussi quelque chose, quelque part, de faire taire dans l'œuf son savoir pour détruire aussi une lignée de femmes qui se passe de la connaissance. Et en t'écoutant, je pensais à des prototypes de sorcières assez intéressants aussi, les Magical Girls, en fait, qu'est-ce qu'on en fait aussi, ces espèces de sorcières curieuses. Alors, je sais pas si on a tous le même âge ici, mais vous avez peut-être déjà vu des choses comme Magical Doremi, Sakura, enfin, on a tout un tas de modèles comme ça aussi de jeunes filles qui sont entre la super-héroïne qui sauve le monde et puis effectivement la sorcière qui a des pouvoirs magiques et toujours et vous avez peut-être aussi connu des modèles comme Witch. Enfin, c'est intéressant de voir que ça ne cesse d'évoluer et c'est pas uniquement occidental en fait comme modèle. La sorcière, elle existe sous des formes diverses dans d'autres cultures. Alors en plus, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi je trouve, avec mon axe un petit peu cinéma de genre, c'est qu'en fait je trouve que ça va un petit peu avec une sorte de petite révolution qu'on connaît dans le cinéma de genre depuis quelques années, qui me passionne, qui est l'arrivée d'énormément de nouvelles réalisatrices qui font de l'horreur. Il y a de plus en plus de réalisatrices et tant mieux, mais il y en a vraiment beaucoup dans le domaine de l'horreur. Alors il peut y avoir beaucoup de raisons à ça, il peut y avoir la raison tout simplement économique, dans le sens où souvent il y a moins d'enjeux financiers dans l'horreur, donc on laisse plus facilement entrer les femmes, mais il y a aussi le fait qu'en fait depuis longtemps le cinéma d'horreur, même lorsqu'il a été fait par les hommes et depuis le début, parle beaucoup des oppressions vécues par les femmes. Les femmes sont souvent les personnages centraux des films d'horreur parce qu'elles sont considérées au départ comme des victimes idéales et que c'est facile de projeter sur elles plein de fantasmes de victimes et autres. Et en fait, du coup, aujourd'hui, les réalisatrices se réapproprient réellement ces histoires, que ce soit du coup des histoires de sorcières, des histoires de fantômes, parce que souvent les fantômes dans les films d'horreur sont des fantômes féminins et sont souvent le témoin justement de violences aussi patriarcales, mais ça passe aussi par plein d'autres figures, que ce soit des femmes violentes, des femmes tueuses, des femmes, en fait, tout simplement, qui sortent des archétypes du cinéma mainstream. Dans le cinéma de genre, on croise beaucoup plus, du coup, que ce soit à travers la figure de la sorcière ou pas, des femmes plus vieilles, des femmes plus laides, beaucoup plus différente que ce qui est représenté dans le reste du cinéma. Et du coup, en fait, je trouve effectivement que cette réappropriation de la figure de la sorcière s'exprime aussi dans le cinéma de genre au sens plus large. Et du coup, et pour moi, il y a vraiment une nécessité de effectivement admettre qu'on a un héritage qui vient de ces images qui sont souvent co-façonnées ou façonnées par un regard masculin. Et en même temps, oui, on a cet héritage, mais on va se le réapproprier, on va le réécrire et on va en faire réellement notre héritage, quoi. Est-ce que vous avez vous pouvez me citer des films de sorcières fétiches, quelques films qui vous tient vraiment à cœur? Alors, c'est pas forcément des films, je pense qu'au niveau de littérature aussi, il y a peut-être quelques recommandations de lecture que je voulais faire. Alors évidemment, j'ai oublié son nom de famille, mais c'est Alix, et je crois que c'est Heartfoot peut-être. C'est Wayward en fait que je recommande vraiment à la lecture, qui a reçu tout un tas de prix, je crois, le Bram Stoker. Et c'est très bouleversant, et c'est sur 3 générations, des femmes qui ont des pouvoirs, sont plus ou moins qualifiées de sorcières selon leur époque, et c'est un magnifique récit polyphonique qui nous fait accompagner en fait ces femmes. En série, vous avez aussi sur Prime, si vous êtes abonné, vous avez la série Fort Salem Overland, qui revisite vraiment les sorcières comme étant des pouvoirs de force destructrice, et qu'est-ce que ça fait d'être une femme enrôlée par un système gouvernemental en protégeant les États-nations. Je vous en dis pas plus, ça c'est une bonne référence. En film, c'est vrai que The Witch qui passe demain est pas mal. C'est marrant parce que j'avais interviewé il n'y a pas très longtemps Anya Taylor-Joy, et je lui avais demandé justement si pour elle c'était un peu son personnage de rage féminine, parce qu'elle arrête pas d'en incarner, et pour elle c'était très anecdotique dans sa filmographie, ce film-là, mais pour autant je vous le recommande vraiment demain, il vaut le visionnage. Parce que je trouve que quelque part finalement il y a une espèce de pont entre The Witch et Furiosa sur son personnage. On se retrouve avec un nouveau personnage de sorcière finalement avec Furiosa. Moi j'ai deux films de sorcières un peu chouchou, en tout cas en cinéma récent. Il y a The Autopsy of Jane Doe de André Obredal. Moi j'aime vraiment beaucoup, alors même s'il a la réputation un peu d'une série B d'horreur un peu classique, moi en fait je l'aime vraiment beaucoup déjà parce que je trouve qu'il a une mise en scène extrêmement intéressante. J'avais fait une vidéo dessus en fait parce que j'adore la manière dont il raconte, un peu à la manière de The Witch mais peut-être de manière encore plus poussée, en fait la manière dont c'est
l'oppression, en fait, c'est la chasse aux sorcières qui crée réellement la sorcière, et en fait, c'est les sévices qu'on fait subir à une victime qui, en fait, s'apparente à de la sorcellerie et qui finissent par créer cette espèce de magie noire. J'adore la manière dont le film le raconte et le met en scène. Et l'autre, c'était un film un peu moins connu qui s'appelle She Will, qui est, voilà, j'ai oublié le nom de la réalisatrice, je sais pas si Charlotte. J'ai oublié. J'avais eu la chance de l'interviewer aussi, alors je m'excuse des noms sur le film, s'appelle She Will, et donc c'est un film qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, et qui parle... Charlotte Colbert, voilà. Et qui parle de plein d'aspects, justement, de plein d'injonctions, on va dire, dans la vie des femmes, mais à travers, justement, l'histoire de sorcières, enfin ça se passe aujourd'hui, mais il y a tout un héritage d'histoire de sorcières qu'on a brûlé, du coup, sur un sol, je crois que c'est en Écosse, il me semble que ça se passe, hein. Et en fait, elle parle du fait que les cendres des sorcières qu'on a brûlées sur ce territoire imprègnent toujours le sol et que du coup, leur douleur et aussi quelque part leur pouvoir est toujours présent et réellement imprègne la vie là-bas. Et du coup, à partir de là, va se dérouler un certain nombre d'éléments fantastiques. Mais Charlotte Colbert, pardon, intègre à ça aussi du coup tout un discours féministe sur des thématiques beaucoup plus actuelles. Je trouve que c'est un film hyper intelligent et c'est dommage qu'il soit passé aussi inaperçu, donc n'hésitez pas à aller voir She Will. Avec effectivement une scène de pluie, de cendres, de sorcières qui est absolument magnifique. Et on parlait juste tu parlais Fleur justement maintenant des sorcières, comment dire, le regain des sorcières réelles, on va dire. C'est-à-dire le passage finalement du cinéma à un regain du païen finalement. Comment tu expliquerais ça par rapport à notre société, nos rapports aux religions peut-être D'abord, je suis pas sociologue, hein, donc c'est vraiment une réponse timide et modeste que je vais faire. Je pense simplement que cette figure de la sorcière, elle permet, comme je disais, de faire une métonymie de difficultés que permet effectivement avec cette figure de la sorcière de faire un retournement du stigmate basique, hein, de dire vous nous avez insulté de sorcière pendant X temps pour dire que nous étions différentes, et on va vous montrer qu'on est différentes et c'est à travers cette forme de revendication qu'on va exister. Mais c'est une subversion encore une fois de cette figure de la sorcière parce que elles vont, ces femmes-là, reprendre des codes, les détourner et revenir à quelque chose de plus élémentaire et de plus... une concrétion en fait de ce que c'est une sorcière qui va tomber ni dans le livre des ondes de Charme, ni dans Willow de Buffy, parce que toutes ces femmes elles ont grandi avec des imaginaires et des images de sorcières et elles les mettent de côté pour dire non, en fait cette sorcière effectivement que vous avez racontée, encore une fois c'est une voix masculine qui l'a racontée, c'est des archétypes, c'est Hollywood, c'est tout ça, et nous on retourne dans les textes, on recrée aussi notre propre savoir, parce que dans toutes ces communautés de sorcières modernes il y a aussi cette idée de sororité qui est très forte, cette idée aussi de féminin sacré, et ce qui est intéressant quand on regarde tous ces mouvements-là, effectivement, c'est que ça va donc être vraiment quelque chose d'intersectionnel, où la sorcière n'est pas juste un archétype, un chapeau, une étiquette, c'est vraiment quelque chose qui est vécu comme une appréhension du monde qui se veut totalisante parce qu'elle est un étendard en fait pour tout un tas de luttes antiracistes, antisexistes, et c'est pas pour rien de fait qu'on avait les sorcières qui défilaient quand Trump a été élu, et elles disaient on va jeter des sorts à Trump pour le faire perdre à nouveau. Donc en fait, peu importe qu'elles y croient ou pas à cette entité de la sorcière, pour autant on voit il y a quelque chose presque du Monsieur Carnaval qu'on brûle, il y a vraiment quelque chose d'une figure qui incarne par sa seule évocation un pouvoir, et surtout ce qui me semble assez puissant, un pouvoir en partage en fin de compte. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, le hashtag WitchTalk et autres fonctionne en fait, parce que ça permet une forme de reconnaissance implicite entre des femmes autour de notions, de valeurs en fait, qui sont incarnées au-delà de cette figure fantoche. Mais encore une fois, je ne suis pas sociologue, il y a tout un tas de sociologues qui ont écrit sur ces questions et qui écrivent très bien, donc n'hésitez pas à aller fouiller. Alors pour le coup, pas sociologue du tout non plus, par contre c'est vrai que je suis complètement d'accord avec tout ce que Fleur a dit, il y a aussi un pendant qui est un peu moins positif pour le coup, au-delà de du coup cette espèce de communauté qu'on crée et du désir d'appartenance qu'on y a parce qu'on se reconnaît entre nous dans une sorte d'espace, j'ai presque envie de dire presque un peu en unicité où il y a une sorte de féminin dénominateur commun, mais il y a aussi le fait, j'avais lu un article là-dessus, bon évidemment je peux pas vous sortir la référence maintenant, mais un article qui disait qu'il y a aussi le pendant un peu tout pseudo-science, ésotérisme, etc., qui est moins sympathique et qui en fait est très féminin aussi, parce que malgré tout, encore aujourd'hui, les femmes trouvent en fait beaucoup d'hostilité dans les milieux plus scientifiques, plus politiques, etc. Et que du coup, les sciences plus dures, on va dire, et les sciences plus exactes, tout simplement, sont encore des milieux qui leur sont relativement hostiles et dans lesquels elles ne sont pas forcément, du coup, elles évoluent pas de manière forcément sereine, et du coup, se retournent vers
des pseudosciences ou des ésotérismes, etc. Parce qu'en fait, on ne les chasse pas là-bas, quoi. Donc bon, ça c'est le pan un peu moins sympathique. Puis il y a un vrai retour enfin, j'ai l'impression qu'il y a un vrai retour du païen, sûrement avec le recul des religions monothéistes, où vraiment il y a une recherche du païen comme quelque chose de lié à se raccrocher dans un monde de plus en plus urbain à quelque chose de plus naturel et de plus cosmique. Enfin, il me semble que ça c'est présent. D'ailleurs, je conseille un livre que j'ai lu récemment qui est vachement bien, qui s'appelle Païen, justement, et qui est un espèce d'ouvrage c'est un ouvrage de vulgarisation où il explique vraiment d'où vient le païen, qui était vraiment les chrétiens inventant le mot pour dénoncer les gens à exterminer parce que justement ils n'avaient pas les mêmes religions. Et c'est très très intéressant parce d'une part il parcourt à la fois il parcourt le monde, c'est-à-dire on a tendance à raccrocher le paganisme un peu à tout ce qui est un peu nordique, scandinave, maintenant c'est un peu la mode, mais en fait il montre vraiment tout le paganisme, tout autant en Asie qu'en Afrique, pour terminer par il y a pas mal de photos des cérémonies wiccan qui subsistent encore et qui ont tendance à revenir pas mal visiblement. Alors effectivement, c'est entre la supercherie et la vraie spiritualité, on ne sait pas trop où choisir, mais ça me semble vraiment intéressant ce retour du païen qui existe également dans le cinéma avec le gros retour de la folk horror. C'est vraiment le retour au truc ancestral, aux légendes et à la terre en fait. Mais en fait, je pense que ça s'exprime aussi dans le cinéma pour ça. Je pense que c'est des mouvements qu'on peut voir dans les périodes, c'est un peu galvaudé comme expression, un peu les périodes de troubles politiques ou sociétaux où vraiment, il y a une forme de dépression ou de désespoir général qui s'installe un peu, et à partir de là, on a envie de se retourner vers des croyances ou vers ce genre d'imaginaire qui permet de parler d'angoisse et d'inquiétude à travers un prisme qui est finalement moins inquiétant que celui de la vraie vie. Du coup, je pense que le retour au paganisme, c'est souvent un besoin pressant quand on est dans des périodes de troubles comme ça, de se retourner vers quelque chose qui, même si c'est pas très vrai, permet un peu d'espoir ou simplement de foi, quoi. Et comme tu le disais très bien, il y a aussi une défiance généralisée dans la parole scientifique. Je pense que là, c'est vraiment la pandémie de Covid-19 qui est passée par là, où il y a eu effectivement des figures d'autorité, les sachants, qui ont été mis à distance en disant en fait ils n'ont pas forcément la science infuse sur ce qu'on traverse. Et donc c'est aussi une manière pour ces personnes et c'est pour ça qu'on n'est jamais loin des dérives sectaires, effectivement, d'être leur propre créateur d'un savoir alternatif qui se passe dans le secret d'une cuisine, dans le secret d'une chambre, en communauté avec d'autres femmes qui représentent une forme de savoir alternatif. Donc c'est pour ça qu'effectivement ça frise parfois toujours avec ce qui serait qualifié par les milieux de dérive sectaire, mais il y a quelque chose effectivement de l'accaparement du pouvoir par des figures, donc pas toujours masculines, mais en tout cas des figures qui se disent sachantes, et ça pose un problème effectivement en une période où la culture scientifique va toujours reculant, on le sait très bien, et puis effectivement il y a une défiance depuis la pandémie de Covid-19 pour le savoir scientifique et pour la parole scientifique dans son ensemble. Oui, finalement, il y a un côté évasion dans l'imaginaire, mais jusqu'à risquer de le vivre un peu trop loin. Enfin, c'est un peu. J'aimerais savoir, avoir un peu de. Je ne sais pas si vous avez des réactions dans le public, des questions, soit sur le film, soit même sur le sujet, sur votre vision des sorcières, votre vision des. Je vous apporte un micro. Merci beaucoup pour vos retours, c'est vraiment super intéressant, et merci aussi de m'avoir permis de découvrir ce film, parce que c'est une vraie révélation. Je suis extrêmement surpris par ce que j'ai vu, et du coup pendant tout le film j'avais qu'une seule question, c'était en fait le point de vue de ce réalisateur que je connais pas, et j'étais extrêmement surpris de voir qu'il y a 100 ans on pouvait montrer ce type d'image, tenir ce type de discours, et constamment je ne savais pas où il se situait par rapport à cette question de maltraitance sur les femmes, et aussi de critique à travers l'Église. J'ai l'impression qu'il est constamment ambigu, et je ne sais pas si vous pouviez m'éclaircir là-dessus, quelle position il prenait par rapport à ce type de sujet, et voilà, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Donc, merci beaucoup. En fait, je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a vraiment la volonté de flatter un certain fantasme de la sorcière pour en faire aussi
malgré tout à travers son film un objet de divertissement, un objet de rêve, peut-être même un objet un peu de terreur par moment dans certaines scènes, et en même temps la volonté de questionner ça, mais bien sûr qu'on peut imaginer que le réalisateur a quand même un regard non seulement qui est masculin, qui est aussi un petit peu de son époque, et à la fois il le questionne énormément, et surtout pour l'époque, hein, et en même temps je pense qu'il y a une volonté de faire du spectacle autour de la figure de la sorcière, et d'interroger certes certaines choses, mais peut-être pas de là à renverser le principe quand même, enfin, on sent qu'il a vraiment, je veux dire, comme je le disais, il pose la sorcellerie comme étant quelque chose ayant concrètement existé, ayant réellement existé. À partir de là, il prend un parti qui fait qu'il ne peut pas complètement non plus retourner le postulat, et donc bah oui, il est vraiment entre fantasme et questionnement, et les questionnements, il les pousse pas forcément complètement au bout. D'ailleurs, la question qu'il pose à la fin de bon, est-ce que finalement la femme qu'on dit hystérique, est-ce que finalement elle n'est pas juste triste et seule peut-être? Et oui, mon grand, et donc tu poses la question. Et donc je trouve ça vachement bien qu'il le fasse, et il questionne beaucoup de choses tout au long du film, et en même temps il alimente aussi beaucoup de fantasmes. En fait, il est toujours à contre-courant de ce qu'il fait, on change de point de vue en fait d'une scène à l'autre. Donc c'est fascinant par plein d'aspects. En même temps, est-ce que le discours en lui-même il est parfait? Non, après c'est un film, hein, donc tant mieux quelque part. Mais oui, pour moi c'est pour ça aussi que je le trouve hyper intéressant, c'est que je trouve que le film est constamment tiraillé entre ce que le réalisateur veut rêver et sûrement les clichés qu'il a dans la tête, et en même temps son envie de peut-être ouvrir sur une autre vision des choses. Et peut-être, alors à l'époque, peut-être aussi que les gens n'étaient pas prêts pour plus de questions que ça, je ne sais pas. Et en même temps, c'est vrai que aujourd'hui, ça peut nous paraître hyper moderne sur certains aspects, mais aussi parce que en fait, l'histoire du cinéma, des représentations, et de l'histoire tout court, n'est pas linéaire, et qu'il y a des avancées et des moments où on recule. Et par exemple, en ce moment, au cinéma, on connaît une sorte de nouvelle vague de puritanisme incroyable. Et en fait, parfois, quand on regarde des films des années 70 ou du coup des films même des années 20, on se retrouve face à des discours ou des représentations, on se dit mais aujourd'hui on ne pourrait plus voir ça au cinéma. Et pourtant ça a été possible à certaines époques, et on espère que ce sera de nouveau possible après. Donc c'est difficile d'analyser ce point de vue sans prendre compte le fait que en fait on n'a pas du tout été sur une progression constante, et que ça fait comme ça tout le temps en fait l'histoire des représentations au cinéma. Donc pour moi il y a un peu les deux dans ce film là, et c'est difficile, enfin moi j'aurais du mal à me projeter n'étant pas historienne sur quel niveau de modernité on était en fait sur l'époque pour les gens qui pouvaient voir ce film, quoi. Et quel est le point de vue prédominant entre justement le fantasme de la sorcière ou le questionnement de l'oppression des femmes. Je vais me permettre de compléter. Pour répondre à ta question, Antoine, tes réponses sont dans ce livre, qui est à la médiathèque Truffaut, juste à côté de là où tu travailles. Ce livre est passionnant parce qu'il revient effectivement sur la genèse du film, les intentions du réalisateur. J'ai pas voulu l'expliquer pour pas trop vous déflorer en intro, et puis j'ai été extrêmement longue dans l'intro. Mais au niveau des intentions, il y a aussi un bonus dans l'édition vidéo de Potemkin où il explique en fait ses intentions premières. Pourquoi il avait fait ce film? Parce que quand il a fait la ressortie du film en 1942-43, on faisait déjà des ressorties de films à cette époque, vu que son film était de 1922, on lui avait demandé s'il voulait sonoriser, par exemple, puisque le parlant était arrivé, et que lui, il était hors de question qu'il y ait une voix, parce qu'il voulait être au plus près des rêves, au plus près de l'onirisme, et souvent on n'a pas le son. Et donc, il voulait garder un film muet, mais pourquoi pas effectivement musical, et c'est pourquoi je vous ai proposé une version musicale ce soir et pas une version narrée. Et que ses intentions, c'était qu'on rentre en empathie avec des femmes stigmatisées qui voyaient au quotidien tout simplement dans sa propre société. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup voyagé, donc il a vu beaucoup de choses. Il est allé aux États-Unis, puis comme il a fait plein de métiers, il a vendu du champagne pour un Français, il a été acteur, chanteur d'opéra, producteur, il a dirigé un cinéma à Copenhague jusqu'à la fin de sa vie. Donc il a vu plein de situations, et surtout il a été vraiment touché par le sort des femmes que j'évoquais au début de séance. C'est dès lors qu'on sort des normes, du moule, il y a une stigmatisation automatique, une ostracisation, et que lui, il avait été surtout éveillé à sa lecture de la bibliothèque diabolique, du Maïmus que beaucoup de personnes connaissent quand on parle de démonologie ou de sorcellerie, mais c'est surtout qu'il y avait des nouvelles avancées dans la psychiatrie. Et de voir le sort des aliénés, comment on traitait en fait la maladie mentale et surtout l'hystérie. Donc ça veut dire cette stigmatisation de la femme, dite folle, hors de contrôle, et on n'arrivait toujours pas encore à pointer au début des années 20 ce qui pouvait être
en fait, la jeunesse de tourment, qu'il soit mentaux ou physique ou autre, et qu'il voyait bien que dès lors où une femme était trop belle, trop laide, trop mal formée, trop difforme, qu'il y a eu un accident, trop courbée, infirme, etc., tout de suite était mal perçue. Et il avait eu envie de faire un film là-dessus, c'est de montrer comment notre vision, et c'est ce qui a été dit dans les précédentes remarques, c'est qu'on nourrit une vision qui va aussi s'auto-nourrir de fiction, de choses réelles, et on est en train de constituer un imaginaire collectif de ces expériences, de ce rapport au sensible, et qui est complètement dévoyé par effectivement des canons de l'époque. C'est pour ça que je trouvais intéressant de vous montrer un film qui date d'il y a 100 ans, et que demain je vais vous montrer The Witch, parce que pour moi le fil rouge, c'est que on a beau être maintenant au XXIe siècle, dans les années 2020, nos peurs restent primitives, nos peurs restent là, qu'on soit plus informé, éduqué, instruit, il y a quelque chose encore de très primitif en nous, qui est nourri par ces constructions sociales, ces constructions historiques, et qu'on essaie beau de prendre un peu de recul, des fois c'est plus fort que nous. Et c'était une des intentions de Christensen quand il a fait ce film, et ce que je trouve très drôle, et qui rejoint ce que vient de dire Judith, qu'on ne sait pas où il se met très bien, c'est que lui-même, il est metteur en scène, il est acteur, vous avez peut-être reconnu, il fait l'une des sorcières sur son ballet, il fait le diable. Il fait le diable. Il fait le diable qui vous tire la langue, et on voit qu'il s'amuse. Parce qu'effectivement, on repart sur l'aspect forain du cinéma. Je pense que le fait de faire le diable donne une idée quand même de sa position extrêmement ironique et assez claire sur vis-à-vis de la religion. Et si je peux poursuivre sur Christensen, dans le supplément qu'il a filmé 20 ans après, il est très clair sur son absolue non-croyance de la sorcellerie, en fait. Quand il explique... D'ailleurs, ironiquement, il est habillé en espèce de professeur dans son laboratoire. Alors, il commence par faire effectivement, critiquer dire qu'il n'a absolument pas question, effectivement, il fait un éloge du muet, parce qu'il pense que donner une voix au diable, aux sorcières, ça retire complètement de l'imaginaire du film. Et surtout, c'est qu'il l'a payé, ce film. C'est qu'il a fait des films ensuite, mais il avait prévu une trilogie et qui ne verra jamais le jour, parce qu'il y a eu des problèmes ensuite avec l'église qui a vraiment détesté le film, évidemment, et il a fait pas mal de films, mais qui sont finalement... beaucoup plus anodin par rapport à ce film. Son vrai projet, c'était vraiment cette trilogie, et il n'a pas pu la faire. Il faut croire que c'était quand même... Je pense qu'il y a une évolution des mentalités, il en était qu'au début, quoi. C'est un beau début, mais il aurait été probablement plus loin dans les deux autres films. Oui, je voulais poser une question. Quand vous avez dit que le film a été ressorti dans les années 40, il est sorti en fait, parce que dans les années 40, le Danemark était occupé par les nazis, donc c'est un contexte complètement différent de la première sortie du film. C'est une femme fatale qui séduit les hommes, et la vieille femme moche et laide. C'est même exactement ce qu'on voit dans le film. Et les femmes au milieu, les femmes qui ont 40, 50, 60 ans, ne sont pas du tout dans l'imaginaire de la sorcière, alors que c'est ce qu'on a vu dans le premier métrage, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Mais est-ce que vous avez une idée de pourquoi cette disparition, entre guillemets, cette absence dans la pyramide des âges alors ça, pour le coup, c'est pas que dans la représentation de la sorcière, c'est partout au cinéma et même partout dans les médias. Malheureusement, une femme, elle est soit pas encore mère, c'est soit la jeune héroïne éventuellement vierge, ou en tout cas qui peut laisser penser que c'est soit la jeune première, soit c'est la grand-mère, justement, souvent associée à la sorcière. Mais la femme, à l'époque où elle est censée élever les enfants et faire la cuisine, elle n'existe pas dans l'espace public. Ça, malheureusement, c'est le cas dans toutes les représentations. Et donc, a fortiori, la sorcière, elle est soit... oui, la figure de la sorcière cristallise spécialement ça, parce que soit c'est un objet de fantasme sexuel, il faut qu'elle soit jeune et belle, soit c'est au contraire la vieille sorcière qui pue, qui fait peur, et elle est vieille, quoi. Mais, donc, c'est vrai partout, mais peut-être spécialement dans l'imagerie de la sorcière. Et donc, d'où She-Will, le gros changement. D'où She-Will, oui, en plus du coup, où on intègre une réflexion sur la chirurgie esthétique, sur plein de choses. Vraiment, on est avec une sorcière, effectivement, qui est, elle, pour le coup, qui est une
pas le mur, quoi. Enfin, Oui, complètement. Oui, qui est une femme plus âgée, mais il y a justement la question de l'âge qui est posée dans ce film et qui est passionnante. Pardon, je suis désolée, j'ai encore... Quand vous parlez de la figure classique, entre guillemets, de la sorcière, avec son chapeau pointu, son nez crochu, etc., moi, ça m'a fait plus penser à Margaret Hamilton en tant que la sorcière dans Le Magicien d'Oz, que aux sorcières telles qu'elles étaient représentées dans le film-là. Est-ce que... Excusez-moi, j'arrive pas à m'exprimer. Est-ce que c'est un archétype qui a été inventé pour le film du Magicien d'Oz, ou est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà avant, mais pas forcément dans la culture danoise, parce que j'imagine que ça représente plus la sorcière au Danemark que dans d'autres pays. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je raconte. La sorcière de conte de fées, déjà, elle est comme ça. La sorcière de conte de fées, même la sorcière de Blanche-Neige, elle est limite comme ça, en fait. Hein. Je pense que ça remonte avant le Magicien d'Oz, plus dans l'essence des contes, à mon avis, des contes qui doivent partir du médiéval jusqu'à plus loin, jusqu'au conte de Grimm et tout, mais je pense que... Enfin, je sais pas. Oui, en fait, il faudra remonter l'origine du chapeau pointu en soi. Moi, j'avoue, je l'ai pas en tête. Je pense que c'est quelque chose qui est à peu près documenté. J'avoue, là, j'ai pas révisé cette question en particulier. Oui. Le chapeau pointu, donc sorcière, c'est un mélange de deux choses. C'est le chapeau des astrologues qui sont représentés avec un chapeau pointu, et le large bord, c'est le chapeau d'Odin en fait, qui était présenté en dieu magicien et qui a été repris dans le folklore médiéval en fait. Donc il y a eu une fusion avec le passage de Merlin à la fin du Moyen-Âge, et c'est comme ça que ça s'est reporté partout après. Ah bah, du coup, oui, ça date d'avant le Magicien d'Oz, du coup. Mais D'abord, félicitations, très belle présentation et très profonde. Ma question est un peu relative avec ce que vous m'avez parlé. Je voudrais demander peut-être la définition et voir la frontière de entre guillemets, sorcière. Parce que, de mon avis, alors, sorcière ou witch, c'est un peu de cinéma de genre ou un certain stéréotype, comme vous avez dit. Mais féminisme ou situation des femmes, c'est universel. Donc, pour moi, le mot sorcière, c'est plus ou moins occidental. Et je me demande, est-ce qu'il y aura une ouverture pour les autres cultures, par exemple? Ou c'est peut-être une question plus ou moins à poser aux organisateurs, mais voilà. Alors cette édition elle est un peu spéciale parce que c'est l'édition inaugurale, donc je voulais vous montrer la plus ancienne représentation au cinéma et la plus récente. La plus récente aurait dû être Oui de John M. Chu. Mais le film est tellement récent qu'il n'est pas fini. Il y a encore en post-production avec les effets spéciaux, il est daté pour Thanksgiving. Et donc je m'étais mise d'accord avec le distributeur parce que j'aime aussi un autre film. Et donc je m'étais dit, bon, il n'est pas très vieux, donc je pourrais le montrer, c'est The Witch, donc il sera projeté demain soir. Et je voulais vous faire en fait l'arc de 100 ans de cinéma, de 100 ans de représentation cinématographique. Et effectivement, le biais, c'est qu'il est très occidental et européano-centré. En revanche, à partir de la deuxième édition, l'idée, c'est de faire un focus par civilisation, pays, culture, et de montrer aussi des œuvres invisibilisées, puisque mes économies sont passées dans le financement de l'acquisition des droits des courts-métrages. C'est-à-dire que je veux mettre en avant des réalisatrices émergentes, des jeunes réalisatrices qui en sont à leur premier, deuxième ou troisième court-métrage, ou en train de faire leur premier long-métrage, afin de mettre en avant, parce qu'on peut me faire le reproche d'avoir sélectionné des longs-métrages de réalisateurs, mais comme je vous l'ai dit en intro, ce qui compte, c'est qu'on ait une lutte commune pour les femmes, qu'on soit hommes, femmes ou autres. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble, avec le cœur et pas contre.
Et l'idée, c'est qu'avec les financements, je vais demander des subventions, des centres culturels ou des instituts, de pouvoir aller chercher des réalisatrices et de financer l'acquisition de droits pour des projections d'œuvres qu'on ne connaît pas en France, qui pourraient être inédites. Et ça, c'est vraiment, en fait, mon projet de programmation au long terme. Donc c'est de faire un tour du monde chaque année, de s'intéresser à un pays ou à un petit coin dans ce pays, parce qu'on ne connaît pas cette culture. Donc là, par exemple, j'ai un ami qui est ethnologue spécialiste des folklores et des imaginaires et spiritualité en Afrique. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais qu'on aille chercher des choses qui n'ont pas été vues ou qui ne sont pas connues des Européens et que tu trouves non essentialisants, non exotisants et qui parlent de la culture de femmes stigmatisées soit positivement, soit négativement, qui sont considérées effectivement comme d'un point de vue occidental dites sorcières, mais en fait dans chaque culture on donne un petit mot, un petit nom à ces femmes qu'on met au banc de la société, parce qu'elles ont des pouvoirs, elles ont des connaissances, elles ont une liberté, elles ont des choses qui affirment leur autorité, leur singularité, et que le nom sorcière est très générique d'un point de vue occidental, mais j'en conviens et j'en suis tout à fait consciente que c'est un mot très, très restreint. Et que dans d'autres cultures, moi je viens d'un autre pays, on ne parle pas de sorcière. On peut parler de chaman, on peut parler d'autres noms de femmes dans la langue de mon pays natal, mais c'est pas vraiment sorcière. On dit sorcière parce que c'est toujours un point de vue occidental qui oriente. Et je suis d'accord avec vous. Mais l'idée, c'est que dès la 2e édition, on fasse ce tour du monde. Donc j'espère pouvoir continuer et vous montrer des choses qui n'ont pas encore été vues. Peut-être une dernière question, commentaire, et puis après on va devoir libérer la salle. Ah, tu as peur. Par rapport à la représentation des sorcières dans l'université, en fait, une chose assez intéressante que j'ai remarqué, c'est qu'on a parlé des 2 archétypes des sorcières, c'est-à-dire la vieille femme et du coup la jeune femme. Mais je me souviens que du coup, au premier chapitre de Axen, on a montré des représentations des sorcières ou des personnages diaboliques ou bizarres au Moyen-Âge dans les miniatures ou au début de la Renaissance dans des tableaux un peu qui font un peu penser à Jérôme Bosch, etc. Et donc j'ai l'impression que dans ces représentations-là, c'est plutôt, comment dire, on mène un peu toutes les bizarreries qu'on peut imaginer dans ces tableaux-là, et on ne différencie pas des figures des figures types de sorcières ou de sorcières, et puis c'est un peu un fourre-tout, on peut dire. Et est-ce qu'il y a un moment de bascule dans l'histoire où on commence à différencier des différents types de sorcières ou d'autres figures stigmatisées? Ça peut aussi un peu penser à Foucault dans l'histoire de folklore classique où en gros au début de la Renaissance on ne différencie pas les figures et un peu on commence à différencier ces différentes figures de sorcières. Je ne sais pas s'il y a un moment dans l'histoire où on commence à faire cette différenciation-là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut répondre. Pardon, je me permets juste là-dessus. Déjà, ce qu'il faut savoir au Moyen-Âge, c'est que c'est pas du tout la même esthétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même volonté. On ne cherche pas à représenter quelque chose de façon réaliste. C'est-à-dire que s'ils avaient voulu faire un corps de femme ou représenter des animaux de façon réaliste, on le voit dans les vestiaires, dans les enluminures, ce qui intéresse, c'est la symbolique. C'est-à-dire que avec le chapeau, avec un animal, avec des formes, avec des attributs qu'on donne à un animal, on arrive à le reconnaître. Donc pour la sorcière, elle peut avoir une forme, on ne va pas forcément comprendre ce que c'est, mais elle va avoir des attributs, des couleurs ou être placée d'une façon dans la scène qui va faire que l'historien ou la personne qui regarde l'image va la comprendre. Est-ce que ça répond en partie à votre question? Ce qui est intéressant aussi, il me semble, dans les artistes de l'époque, c'est que c'est souvent des artistes officiels, mais qui aussi
en l'occurrence quelqu'un comme Bosch ou Bruegel, se lâchaient aussi littéralement dans leur propre imaginaire. Enfin, moi, il me semble qu'il y a aussi... Non, je sais pas ce que... si... Non, je suis d'accord aussi. Alors, on va devoir rendre la salle, parce que je ne voudrais pas non plus exploiter nos amis du Majestic Bastille, qui sont adorables, parce que ça a été, pour une première soirée, une soirée un peu dense, c'est vrai qu'elle a été très généreuse, cette soirée, donc on termine un petit peu tard. Je vous convie à venir demain soir pour découvrir Liebresse, une jeune et très jeune réalisatrice colombienne, qui là va parler autrement de l'image de la sorcière, et puis finir avec ce grand final de The Witch, où vous verrez la plus belle scène de sabbat de votre vie sur le magnifique écran panoramique du Majestic Bastille. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, rentrez bien, et à demain. Et vous avez des petits sondages pour nous dire si vous avez aimé ou détesté cette première soirée. Et voilà, vous avez le stand de Audrey aussi avec ses collages.